1884. Assis derrière son bureau, un patron regarde son collaborateur dépité franchir la porte, non sans un léger pincement au cœur. Il vient de lui refuser un projet qui semblait pourtant tenir à cœur à celui qui, au-delà de son employé, était en passe de devenir son ami. Il avait lu la déception dans son regard lorsqu'il lui avait signifié son refus, le désarroi lorsqu'il lui avait rendu les plans de son projet qu'il avait conçu la veille. Mais l'homme était sûr de lui. Aussi ingénieux fût-il, cet édifice sera beaucoup trop cher, et surtout particulièrement disgracieux. Non, définitivement, ce projet n'avait aucun avenir. Personne n'en voudrait jamais. Nous sommes le 7 juin 1884, ce patron s'appelle Gustave Eiffel et il vient de refuser les plans de la tour qui portera pourtant son nom pour les siècles à venir. Messieurs, dames, bonjour. Avant de débuter cette incroyable histoire de la Tour Eiffel, et puisqu'on va parler de technologie, d'élégance et de créativité, laissez-moi vous parler des stylos Overpen de chez Novium. Parce que c'est un cadeau idéal pour un anniversaire ou une fête. Il n'y aurait pas la fête des pères qui approche bientôt ? Je dis ça, je dis rien. Et que ce sont pas juste des beaux objets originaux avec un super design. C'est aussi des stylos qui vous offrent une expérience d'écriture assez folle. C'est précis, c'est agréable, c'est confortable. Bref, ça vous donne envie d'écrire. La dernière fois, j'avais reçu la version Interstellar, célèbre pour son inclinaison à 23,5 degrés pour rappeler celle de la Terre. Et j'étais déjà aux anges, sauf qu'entre-temps, ils m'ont envoyé ça. Ça, c'est l'édition Overpen Future. Et autant vous dire que là, j'ai kiffé. Cette édition, c'est un 2 en 1 parce qu'on peut à la fois s'en servir comme d'un stylo, mais aussi comme d'un stylo plume. Et c'est bien simple, je ne peux plus m'en passer. Entre mes activités d'auteur-compositeur, oui, parce que pour celles et ceux qui l'ignoraient, dans la vie, j'ai un vrai métier. Je suis musicien. C'est pas un métier, ça? D'auteur pour des chaînes YouTube, mes spectacles de stand-up et même les retouches de mes vidéos entre la V1 et la V2. Bref, pour tout ce qui demande une phase d'écriture dans mon process, tout se passe maintenant par des stylos Overpen. Que ce soit l'une ou l'autre des deux éditions d'ailleurs. Il en existe plusieurs coloris, moi je l'ai en Space Black, mais il existe aussi en Starlight Silver, Mars Magma ou Neptune Blue, ou bien même avec un véritable éclat de météorite certifié. Et avec ce côté stylo de l'espace, c'est la combinaison parfaite entre l'art et l'exploration. Avec mon code promo Matador, vous avez moins 10% sur tous les Overpen et la livraison offerte. N'hésitez pas, cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo, ça engage à rien. Merci encore à Novium de me faire confiance et de soutenir cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec l'histoire de notre grande dame préférée qui, elle aussi, a fait couler beaucoup d'encre, la Tour Eiffel. Bonne vidéo. La loyauté. Voilà la vertu qui définira les contours du récit que nous nous apprêtons à suivre dans cet épisode. Un précieux principe qui soude les êtres, et qui semble pourtant rencontrer de plus en plus de difficultés à trouver chez les êtres humains la résonance qu'elle mérite pourtant. La loyauté. Une qualité qui, nous allons le voir, résistera chez nos protagonistes à la gloire, l'envie ou même l'argent. Mais n'allons pas trop vite. Notre histoire débute dans l'est de la France et plus précisément à Bulle, où grandit notre héros du jour, Maurice Coequelin. Né le 8 mars 1856, il étudie au lycée Jacques Presse de Mulhouse. La ville connaît alors un essor sans pareil et plusieurs secteurs, de la chimie à la construction mécanique en passant par la lithographie, font d'elle une cité incontournable de l'industrie française du 19e siècle. Le père de Maurice, Jean-Frédéric, dirige d'ailleurs une entreprise de textile réputée, participant au rôle crucial de cette dynastie des Coequelin dans la prospérité de la ville de Mulhouse, et plus largement d'Alsace. Entre un père occupé et une mère aimante, le petit Maurice grandit donc au sein d'une famille plutôt aisée et particulièrement influente dans la région en termes d'entrepreneuriat. Mais en 1870, les événements vont précipiter la fin de l'enfance paisible de Maurice Coequelin et de toute sa famille. En effet, la guerre entre la France et la Prusse éclate, précédant la lourde défaite de la France qui conduira à l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine à la Prusse. La famille Coequelin n'a pas d'autre choix que l'exil et choisit la Suisse comme refuge.
Ironie du sort, cet événement est une chance pour Maurice, qui intègre alors le prestigieux Polytechnicum de Zurich, qu'un certain Albert Einstein fréquentera quelques années plus tard. Il y suit les cours de l'ingénieur Karl Kuhlmann et se passionne pour la statique graphique, une méthode de résolution entièrement géométrique, inventée par ce même professeur et permettant entre autres de calculer la résistance des matériaux soumis à des contraintes. Le jeune Maurice Coquelin est doué, travailleur, et même si ses professeurs voient en lui un futur brillant ingénieur, aucun d'entre eux n'est en mesure d'imaginer qu'il est alors sur le point de faire une rencontre qui va changer sa vie. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, un autre ingénieur enchaîne les chantiers dans les villes du monde entier. Il s'appelle Gustave Eiffel et vient de terminer coup sur coup le viaduc de Thouars, la gare de l'Ouest de Budapest ou encore le pont de Maria Pia au Portugal. C'est un ingénieur réputé qui a créé sa propre société dès 1867 et dont la renommée n'est plus à faire. Seulement voilà, il connaît depuis quelques mois des soucis avec son chef de bureau d'études, un certain Théophile Seyrig. En effet, ce dernier ayant inventé le concept d'un tablier retenu par une grande arche pour la conception du pont de Maria Pia à Porto, il demande une revalorisation salariale à Eiffel lorsqu'il constate que son idée a été réutilisée pour la construction du viaduc de Gabarit. Son patron refuse et rompt le contrat qui le lie avec son associé. Eiffel se retrouve donc à la recherche d'un remplaçant. Par ailleurs, l'abondance de sollicitations dont il fait l'objet pour de multiples réalisations n'est pas compatible avec son souhait de toujours rester à la pointe de l'innovation en termes de génie civil et de mécanique. Eiffel ne veut pas tourner en rond. Il veut se renouveler et travailler avec les meilleurs. Et pour cela, il sait où aller recruter de nouvelles têtes pensantes. De l'autre côté des Alpes, là où sont formés des ingénieurs reconnus pour leur rigueur, leurs compétences en mathématiques et en physique, le Polytechnicum de Zurich. C'est donc en 1979 que Gustave Eiffel passe la porte de l'établissement. Immédiatement, les professeurs répondent à sa demande en lui présentant le jeune Maurice Coquelin, qui, diplômé 2 ans auparavant, était depuis employé comme ingénieur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. L'entente est immédiate entre les deux hommes et dès le 1er novembre de cette même année, Maurice Coquelin est embauché dans l'entreprise de Gustave Eiffel. Aucun des deux hommes ne le sait alors, mais l'histoire est en marche. Dès son arrivée dans la société Eiffel et compagnie, Maurice Coquelin rencontre Émile Nouguier, embauché par Eiffel depuis 1876 comme ingénieur en charge de la direction des études techniques et des montages. Il a d'ores et déjà apporté son savoir-faire sur les chantiers du monde entier et figure parmi les bras droits de Gustave Eiffel. Maurice se lie d'amitié avec lui et, supervisé par Gustave Eiffel, ils reprennent l'élaboration du fameux viaduc de Gabarit, pour lequel Eiffel dépose le dossier définitif en août 1880. Cet édifice imposant est en réalité un pont métallique qui culmine à 122 mètres au-dessus du sol. Avec son impressionnante structure en fer forgé, il est l'un des ponts les plus hauts et les plus longs de son temps. Cette réussite assied la notoriété d'Eiffel et le conforte dans une idée qui le taraude depuis 2 ans maintenant. En effet, en 1878 a eu lieu l'Exposition universelle en France, pendant laquelle de nombreuses constructions et innovations furent présentées au monde entier. Et même s'il a participé à quelques-unes d'entre elles, son apport est beaucoup trop faible au vu de ses ambitions. Or, l'année 1889 accueillera une autre exposition universelle à Paris. Et cette fois, pour fêter le centenaire de la Révolution française comme il se doit, Gustave Eiffel veut frapper fort. Très fort. Lorsque Maurice Coquelin est enfin nommé officiellement chef du bureau d'études de la société Eiffel et compagnie en 1884, les monuments les plus hauts du monde sont alors la cathédrale de Cologne, haute de 150 mètres, et le Washington Monument de 169 mètres. Et tout comme son patron, Maurice Coquelin porte en lui un rêve rempli de symboles. Construire non seulement la plus haute construction humaine jamais réalisée, mais en plus dépasser la barre symbolique des 1000 pieds. L'idée n'est donc pas de battre le record de 169 mètres actuel, mais de le pulvériser en atteignant 300 mètres. Fort de l'expérience du viaduc de Gabarit, il décide de reproduire l'idée d'une construction métallique assemblée par des rivets, un procédé à la fois novateur et qui a déjà fait ses preuves.
L'entreprise Eiffel maîtrise maintenant parfaitement la technique des piles de pont. Mais cette fois, c'est à une toute autre échelle qu'ils se confrontent. Les forts effets de vent auxquels sera confrontée la structure doivent être pris en compte. Et Maurice Coquelin calcule alors mathématiquement la courbure des montants de sa tour pour y répondre efficacement. C'est ainsi que le 6 juin 1884, il dessine seul les plans de ce qu'il appelle alors le pylône de 300 mètres de hauteur, qu'il partage avec son ami Émile Nouguier, avec qui il travaille étroitement, et qui le conforte dans l'idée de présenter son projet à Gustave Eiffel. L'un et l'autre en sont persuadés. Un tel monument pourrait être le clou du spectacle lors de la prochaine exposition universelle de 1889. Or, 5 ans seulement les séparent de la date fatidique, et l'un et l'autre ont bien conscience que le temps leur sera compté si le projet est accepté. Malheureusement pour eux, nous l'avons vu, Gustave Eiffel ne fut pas convaincu par la proposition de son collaborateur. Il la trouve austère, trop onéreuse, et surtout, il a la tête occupée par un autre enjeu dans Paris, la réalisation du métropolitain dans la capitale. En effet, en cette fin de siècle, la capitale est sur le point d'imiter la ville de Londres, qui s'est dotée d'un réseau souterrain depuis 1863, rejointe par New York 5 ans plus tard. Eiffel en est alors persuadé, le projet d'un métro se démarquera infiniment plus que cette idée de tour, grâce à un argument de poids, son utilité au quotidien par les Parisiens. Mais Eiffel n'est pas de ceux qui laissent trop vite s'échapper les opportunités. Ainsi, tout en refusant le projet de Coquelin et Nouguier, il leur laisse libre champ pour le poursuivre, le faire évoluer, quitte à revenir vers lui avec un projet plus abouti. Le temps pour lui de se pencher sur ce métro qui le fait tant rêver. Leur plan sous le bras, les deux ingénieurs décident donc de revoir leur copie en faisant appel à l'architecte en chef de la société Eiffel, en la personne de Stephen Sauvestre, qui va apporter de nombreuses modifications. En premier lieu, il réduit à 2 le nombre de plateformes de la tour, qui en comprenait 5 dans la version initiale. Les 2 premiers étages seront visitables par le public, et il choisit également la couleur de la tour. Autre changement notable, il ajoute à la base une arche qui, au-delà de l'aspect esthétique, consolide la tour jusqu'au premier étage. Enfin, il complète le sommet par une coupole, donnant à la tour des allures de phare gigantesque. Suite à ces modifications, Eiffel change d'avis et dépose le 18 septembre 1884 un brevet en son nom ainsi que ceux de Coquelin et Nouguier. L'intitulé du brevet, une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres. Quelques mois plus tard, en cette fin d'année 1884, Eiffel rachète les parts du brevet à Coquelin et Nouguier contre un dédommagement très honnête et la garantie d'être cité lorsque la conception de la tour sera évoquée. Les 2 ingénieurs, par loyauté envers leurs patrons et amis, acceptent le marché. Eiffel devient donc officiellement le nom associé au monument. Il lui reste alors un gigantesque défi, faire accepter à la ville de Paris la construction d'un tel projet. Et pour cela, Gustave Eiffel a une idée. Car de par ses nombreuses contributions dans le monde depuis une décennie, Gustave Eiffel peut se targuer d'un carnet d'adresses très fourni, dans lesquels figure notamment le nom de Lockroy. Homme politique, fervent partisan de l'extrême gauche depuis le début de sa carrière, Édouard Lockroy est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie en janvier 1886, un poste qui le place dans le rôle d'organisateur de la prochaine exposition universelle visée par Eiffel pour présenter sa tour. Et c'est là que l'histoire vacille dans sa transparence avec les faits. Car la version officielle raconte que le ministre aurait décidé d'organiser un concours pour l'exposition universelle, dont l'issue serait la présentation d'un monument à la gloire de la nation française, ainsi qu'une partie du financement de cet édifice. Eiffel aurait participé à ce concours et l'aurait remporté, faisant ainsi de sa tour l'enjeu principal de l'exposition universelle. Seulement voilà, l'examen approfondi du décret du 1er mai 1886 fait apparaître un article 9 particulièrement étrange. Les concurrents devront étudier la possibilité d'élever sur le Champ de Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Pour rappel, les plans dessinés 2 ans auparavant par Maurice Coquelin font état d'un pylône de 300 mètres de hauteur avec une base carrée de 100 mètres. Alors comment imaginer qu'un tel degré de ressemblance entre l'appel d'offres du ministre et les plans déjà établis de la tour n'émane pas d'une rédaction conjointe de Lockroy et Eiffel, afin de faire coller l'objet du concours au projet déjà existant?
Toujours est-il que, sans grande surprise donc, Eiffel remporte ce concours. Puisqu'il engage une grande partie de sa fortune personnelle, il est conclu qu'Eiffel pourra jouir des bénéfices commerciaux de la tour pendant les 20 prochaines années, et qu'elle sera détruite à l'issue de cette période. Loyal envers son collaborateur et concepteur de la tour, Eiffel nomme Maurice Coquelin à la direction du chantier. Nous sommes en 1886 et il reste à Maurice Coquelin 3 petites années pour bâtir l'édifice le plus haut jamais construit par l'humain. Maurice Coquelin tient à se montrer digne de la confiance de son patron, devenu ami, et consacre sa vie à la construction. Pas une pièce ne sort de l'usine sans qu'il n'ait donné son accord. Les travaux de fondation débutent au début de l'année 1887 et s'étalent sur 4 mois. Le chantier est gigantesque. Plus de 18 000 pièces, 700 dessins d'études préparatoires, 150 ouvriers mobilisés dans les ateliers de Levallois-Perret, qui vont devoir poser près de 2 500 000 rivets qui parsèment la tour. Le 18 juillet 1887 marque le début du montage de la première pile. 6 mois plus tard, ce sont les pylônes de la partie inférieure qui voient le jour. Le 20 mars 1888, le premier étage est atteint, et le 15 mai, alors qu'un an sépare le chantier de l'ouverture de l'exposition universelle, les piliers qui relient le premier et le deuxième étage sont montés. Il faudra attendre la fin de l'été pour que le deuxième étage soit atteint, et les Parisiens fêtent la nouvelle année 1889 avec le début de la construction de la partie supérieure. Enfin, le 15 mars, le campanile qui surplombe la tour est ajouté. Et c'est ainsi que les équipes de Maurice Coquelin tiendront les délais en terminant la tour fin avril, début mai, soit 1 mois avant le début de l'exposition universelle. Pendant ce temps, dans la capitale, les opinions des Parisiens divergent lorsqu'ils voient, mois après mois, s'ériger sous leurs yeux cette étrange tour métallique. En février 1887, un collectif d'intellectuels est formé en signe de protestation contre ce qu'ils considèrent comme une monstruosité. Parmi eux, Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant ou encore Charles Garnier, qui donnera son nom au célèbre opéra parisien. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs, passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps au baroque, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Malgré ces virulentes protestations, l'ouverture de la tour est un succès sans équivoque, avec plus de 11 000 entrées par jour pendant toute la durée de l'exposition universelle. Conséquence immédiate de cette réussite, de nombreuses copies sur différents supports voient le jour. Eiffel se voit alors dans l'obligation de devoir statuer sur l'image de sa propre tour. Après réflexion, peut-être par loyauté envers ses créateurs, il refuse de nombreuses offres pour racheter les droits d'exploitation et décide qu'elle appartiendra au domaine public. Un choix qui est à souligner lorsqu'on sait que celui-ci ne dispose que de 20 ans pour se rembourser de l'investissement qu'il a apporté à ce projet sur ses fonds personnels. En 1893, à l'âge de 61 ans, Gustave Eiffel se retire des affaires. La compagnie des établissements Eiffel change alors de nom et devient la société de construction de Levallois-Perret. Même si le grand patron s'en est allé, la société continue d'œuvrer dans l'art métallique pour les chemins de fer et les routes. Et pour lui succéder dans cette tâche, Eiffel choisit de nommer son ami de longue date, son fidèle lieutenant, celui qui l'a toujours accompagné par une indéfectible loyauté, Maurice Coquelin. Ensemble, ils passeront les décennies qui suivirent à faire perdurer le nom Eiffel au firmament de l'ingénierie française. Le premier en dirigeant la société léguée par son ami, et le second en tentant par tous les moyens de permettre à la tour de passer le cap difficile de l'année 1910. En effet, la concession de 20 ans accordée à Eiffel prit fin le 1er janvier de cette année-là. La ville de Paris en devint donc propriétaire et les élus font l'amer constat qu'une destruction pourrait être envisagée. Passées les émulations des 2 premières décennies, la tour attire de moins en moins de curieux et son entretien représente un coût non négligeable. Conscient de ces problématiques, Eiffel sait depuis plusieurs années qu'un seul levier pourrait lui permettre de sauver sa tour, lui trouver une utilité. Et c'est la science qui lui apportera la solution.
D'abord, il en fit un haut lieu d'expérimentation scientifique dans différents domaines, la météorologie, l'astronomie, la physique, autant de secteurs qu'une telle tour pourrait faire progresser par le biais de diverses observations. Ainsi, il y installe de nombreux appareils scientifiques, comme des baromètres, des anémomètres, des paratonnerres. Mais rien n'y fait. Et la date fatidique approchant, le duo Eiffel-Coquelin commence à se résigner au pire lorsqu'un beau jour, Eiffel fit une rencontre inattendue. Le capitaine Gustave Ferrier, ingénieur d'origine savoyarde, est chargé par les autorités militaires de mener des recherches sur une technologie naissante, la télégraphie sans fil, ou TSF. À ce sujet, il est nommé en 1897 commandant de l'école de télégraphie du Mont-Valérien. L'armée sentant bien évidemment toutes les applications militaires que les transmissions via TSF pourraient offrir, il est ensuite missionné pour suivre les essais de transmission radio entre la Manche et l'Angleterre. Puis, il expose ses conclusions lors de l'exposition universelle de 1900, dans une conférence intitulée « L'état actuel et les progrès de la télégraphie sans fil ». C'est là qu'Eiffel lui fait une proposition. Mettre sa tour à disposition et financer lui-même l'installation d'un support d'antenne à son sommet pour qu'il progresse dans ses recherches. L'idée d'Eiffel est simple, faire de sa tour une antenne indispensable pour les communications à travers le pays, voire même au-delà. Après cela, qui aurait l'idée saugrenue de vouloir démonter un objet qui rend quotidiennement service à l'armée en temps de guerre? Quelques mois après, une communication est établie à 400 km, puis jusqu'en Tunisie, et enfin à près de 6000 km en 1908. L'année suivante, une base permanente est installée, le pari est gagnant, l'utilité hautement stratégique de la tour Eiffel est enfin évidente. Et c'est ainsi que dès le 1er janvier 1910, la concession sera prolongée pour une durée de 70 ans. La TSF a sauvé la tour Eiffel. Depuis un siècle, le succès de la tour Eiffel n'est plus à démentir. Le monde entier se déplace pour la visiter, et on y dénombre pas moins de 7 millions de visiteurs par an, faisant d'elle le monument payant le plus visité du monde. Gustave Eiffel en tire toute la gloire, certes, mais c'est bien Maurice Coquelin, ingénieur méconnu, qui en est le créateur. Et même s'il est parfois coutume d'opposer les individus pour alimenter des histoires de rivalité vendeuse, cette tour reste le résultat d'une collaboration durable et sincère, d'une amitié entre deux hommes et de la loyauté sans faille d'un ingénieur envers son patron. Interrogé pour les 50 ans de la tour Eiffel en 1939 au sujet de la paternité du nom de la tour Eiffel, Maurice Coquelin déclara « Le père incontestable de la tour, c'est Eiffel. Il en demeure le grand réalisateur et l'homme d'assez de prestige et d'audace qui a pu secouer les pouvoirs publics et imposer son projet. La loyauté, jusqu'au bout. » Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et merci encore à Novium. N'oubliez pas, moins 10% sur tous les overpens et la livraison offerte avec le code MATADOR. Le lien en description et en commentaire épinglé. Allez voir ça, faites-moi confiance, vous allez aimer écrire.